Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Vincent Maillet, directeur général de la branche commerce du groupe de publicité et de communication Havas et auteur d'un livre consacré à Jeff Bezos, le fondateur et patron d'Amazon. L'ouvrage s'intitule « Amazon, main basse sur le futur » et il est publié chez Robert Laffont. Bonjour Vincent Maillet. Bonjour Ali. Dès le début du bouquin, on sent que vous admirez quand même le parcours d'un Jeff Bezos. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ce qui a été réalisé en fait en 25 ans est absolument prodigieux, absolument incroyable, parce qu'il y a surtout dans un métier qui est la distribution, qui est quand même un métier vieux comme le monde, avec énormément d'acteurs et de concurrents très puissants. Donc ce qu'il a fait aux États-Unis est absolument incroyable. Mais qu'est-ce qui le distingue dans votre esprit d'un Bill Gates ou d'un Steve Jobs ? Alors, pour moi, il est assez proche de Steve Jobs, mais on va y revenir. Ce qui est assez impressionnant, c'est la première, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de se motiver et de travailler sur des sujets éminemment techniques. Ingénieur, informaticien, mais tout l'intéresse, c'est-à-dire les entrepôts, la façon dont ça se passe, dans les entrepôts, en fait, c'est quelqu'un qui essaie sans cesse. C'est ce qui fait un peu, quelque part, les reproches qui lui sont faits. C'est-à-dire qu'on dit dans les entrepôts, voilà, c'est très dur, c'est très à la performance. Mais en fait, il est comme ça. C'est quelqu'un qui essaie d'améliorer sans cesse un système. Et qu'anticipe, qui sort de son secteur, très clairement, puisqu'il a envie d'aller sur la Lune. Alors ça, c'est le premier sujet. Donc, il est capable de se motiver sur des choses qui sont très techniques, voire terre à terre, enfin, très basiques dans un entrepôt. Ce qui fait souvent la marque des grands patrons, c'est cette capacité, même en étant très loin, à regarder très près ce qui se passe et à suivre le cheminement de son entreprise. Et la deuxième, c'est cette capacité, non pas à avoir une vision du futur, parce que c'est pas, je veux dire, il n'est pas le seul à imaginer ce que pourrait être le futur. Non, lui, il le construit. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qu'il dit sur le futur et que vous regardez les dépôts de brevets, vous constatez que non seulement il a une vision assez claire, limite prémonitoire de ce que sera le futur, mais en plus, il est capable d'acheter, de développer en interne. Mais alors pourquoi vous ne le rapprochez pas d'Elon Musk ? On pourrait. Alors, pour moi, Elon Musk, il est plus. Bon, c'est un peu un artiste, Elon Musk. Il fait des coups d'éclat. Et Tesla, c'est une superbe boîte. Je ne dis pas le contraire, mais pas tout à fait. Là où je le rapprocherais de Steve Jobs, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que Steve Jobs avait une vision, par exemple, de ce que devait être le futur de l'informatique avec l'équivalent d'un iPad, donc d'un livre qui pourrait se feuilleter avec un écran. Donc, il a cette vision et il a imposé technologiquement. Et Jeff Bezos, c'est la même chose dans le cas du parcours client. C'est-à-dire qu'il a une vision de ce qui doit être enlevé, de ce qu'on doit faire pour faciliter la vie du consommateur, d'accord ? Et donc des choses qui sont tout simples, c'est ne pas se déplacer dans un magasin, par exemple, ne pas attendre en caisse pour payer directement via son passage en sortant, etc. Donc il voit ça, et il met toute la technologie, il déploie toute la technologie pour le faire. Et honnêtement, le magasin Amazon Go à Seattle, moi j'ai été... Oui, ça commence par ça, le livre. Non, mais c'est le point de départ, parce qu'en fait, on sait tous, moi qui travaille pour la distribution depuis plus de 25 ans, je veux dire, on sait tous que le passage en caisse est compliqué. Alors, je ne suis pas un garçon très patient en plus, donc le passage en caisse est un truc difficile pour moi. Et là, j'y suis allé 4 ou 5 fois et même je prenais plaisir à aller acheter un burger, enfin pas un burger. Pas sortir votre carte bleue. Non, ben, c'est un truc de... C'est grisant. Et alors, la première fois, ce que je disais, c'est que la première fois, vous vous dites, bon, ben, attendez, c'est un peu bizarre de partir sans payer. Donc c'est très bizarre. La deuxième fois, vous trouvez ça bien. Puis alors la quatrième fois, il y a une espèce de truc dans la tête qui se passe qui est, non, mais c'est ça, c'est normal de sortir sans payer. Et donc, c'est cette capacité à utiliser cette technologie pour faire ça. Pour que ça soit clair dans l'esprit de nos téléspectateurs, Havas, c'est un grand groupe de communication et de publicité. Est-ce qu'Amazon est votre client ? Alors, il est client d'une partie d'Havas. Enfin, voilà. Mais moi, vous le conseillez quoi, en pub ou vous le conseillez en commerce ? Il est conseiller en influence, pas en publicité. Donc moi, je gère la partie commerce et moi, je ne travaille pas pour Amazon. D'accord, mais il est client du groupe Havas, quand même. Il est client du groupe Havas. Non, mais clairement. Alors après, moi, je veux dire, c'est un peu un reproche qui m'est fait, mais je veux dire, j'assume totalement. C'est-à-dire, je suis un consultant dédié à des problématiques de commerce, d'accord ? Et mon sujet, moi, c'est d'expliquer aux clients, notamment aux distributeurs français, aux entreprises françaises, autant que faire se peut, d'essayer d'expliquer ce que sera le monde de demain sous l'influence d'Amazon, sous l'influence d'Alibaba. Alors, ce monde-là, il vous enchante et il vous inquiète. Oui. Pourquoi il vous inquiète ? Alors d'abord, il m'enchante. En tout cas, on peut pas apprécier, regarder les entreprises et leur stratégie comme ça et se dire que ce qu'a fait Amazon est pas bien, parce que c'est vraiment bluffant ce qui a été fait. Ça, c'est un premier sujet. Ce qui m'inquiète plus, moi, c'est finalement
la relative faiblesse de la France et de l'Europe en face de ces grandes entreprises. Alors non, avant dans le livre, ce qui vous inquiète dans le livre, c'est la perte d'emploi, très clairement, et l'absence de réflexion même du côté d'Amazon sur le fait qu'on robotise à mort et qu'on se fiche complètement de l'emploi. Et donc la création d'une classe de gens qui ne sera absolument pas employée. Alors, ça vous inquiète aussi? Bien sûr que ça m'inquiète. Après, il y a plusieurs sujets. Quand vous regardez les chiffres publiés récemment aux États-Unis, on s'aperçoit qu'Amazon... Alors, c'est les chiffres qui datent de 2007, mais c'est assez intéressant de les regarder. C'est-à-dire que la création d'emplois d'Amazon associée finalement à la perte d'emplois que vous avez dans le milieu de la distribution aux États-Unis fait que le solde est positif. C'est-à-dire qu'il y a plus de création d'emplois aujourd'hui dans le milieu de la distribution aux États-Unis. Alors, je n'ai pas les chiffres. Oui, mais vous dites aussi que c'est de plus en plus robotisé. Vous donnez les chiffres. Mais clairement, le mouvement général dans tous les entrepôts, soit ceux d'Amazon, d'Alibaba, de DHL. Enfin, vous regardez, tous les grands logisticiens aujourd'hui cherchent des solutions pour réduire encore la prise de commande. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous envoyez votre commande et le moment où elle est sortie de l'entrepôt, il y a une espèce de course effrénée pour gagner du temps. Et ça passe pas forcément par effectivement la multiplication des gens dans les entrepôts. Ça passe plutôt par une automatisation. L'emploi, vous piquez quand même Amazon. Plus généralement, les GAFA de ne pas payer leurs impôts. Ça, vous le dites. Oui, alors après, moi, je ne suis pas un spécialiste. Le ministre de l'Économie a raison de... Peut-être pas les seuls aussi à faire l'utilisation fiscale. Mais votre cauchemar, c'est la mainmise de Amazon et des GAFA sur nos données. Oui. Alors, pas que les GAFA. Pas que les GAFA. Je pense que d'ailleurs, c'est un peu l'erreur qui a été faite, si je puis me permettre, par le gouvernement en disant on veut faire une taxe GAFA. C'est pas qu'une taxe GAFA, finalement. C'est une taxe commerce électronique qui doit d'ailleurs adresser, pourquoi pas, l'Asie dans sa façon de fonctionner. Et d'ailleurs, c'est le cas. Mais oui, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez deux grands pays quasi-continent, entre la Chine et les États-Unis, qui ont une capacité historique, les entreprises ont une capacité historique à générer du flux, à finalement avoir des grosses datas sur les consommateurs. Donc, assez naturellement, ces gens-là sont forts sur la capacité à maîtriser la data, à jouer avec elle, et puis à mettre des modèles prédictifs, donc des modèles statistiques qui permettent d'anticiper ou de prédire les comportements des consommateurs. Ce qui est clair, c'est qu'en France et en Europe, et moi c'est un peu ce qui m'inquiète, c'est qu'en France et en Europe, plus globalement, on est assez faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas le géant, on n'a pas... c'est même pas la capacité de ces géants américains ou chinois, c'est la volonté. Vous dites clairement qu'ils ont la volonté de capter nos données, oui, parce que ce soit professionnel, de santé, etc. Parce que ça pose une question, en fait. Ça pose plusieurs questions. La data, elle permet plusieurs choses. Elle permet quand vous regardez le développement du commerce, d'ailleurs, historiquement, on est aujourd'hui rentré dans une période où on veut simplifier l'achat du consommateur. D'accord ? On veut lui simplifier la vie, voire même être capable ou en mesure de prédire des achats qu'il n'a pas encore anticipés. Donc là, c'est vrai que ça va loin, mais malheureusement ou heureusement, c'est comme ça, j'en sais rien. Tout ça étant dans un registre qui est, on va vous faciliter la vie, on va vous la simplifier. Voilà, donc tout est fait pour ça. Mais finalement, c'est une évolution que vous retrouvez dans à peu près beaucoup d'industries. Et donc, ce qui se passe, c'est que les meilleurs pour arriver à faire ça, finalement, c'est ceux qui maîtrisent la data. Puisque finalement, un comportement qui n'existe pas quand vous avez une base de données de 10 000 ou de 100 000 personnes, elle devient forte et elle existe quand vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions, 20 millions, 100 millions de personnes et de comportements que vous pouvez identifier. Donc, finalement, ça vous donne un avantage extrêmement fort. Et ce qui risque de se passer, ce qui pourrait se passer demain, c'est que la data devienne... alors on dit que c'est le nouveau pétrole, la data, c'est pas faux, mais c'est que la data devienne finalement le principal et l'argument compétitif que vous allez retrouver dans tout un tas de catégories. C'est-à-dire la distribution, clairement, mais la santé, demain, la banque, la mobilité et pourquoi pas l'éducation. Vincent Maillet, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que font les entreprises françaises et européennes dans le commerce pour répondre à ça ? Alors... je ne sais pas si l'émission va suffire pour y répondre. Mais rien ou... Non, il faut faire des choses. Je pense que d'abord, il faut revoir un peu notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, je pense que, et c'est un peu l'objet de mon bouquin, c'est d'expliquer que un patron aujourd'hui d'une entreprise, il faut qu'il passe 70 à 80% de son temps à construire le futur et 20 à 30% sur l'opérationnel. C'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est des gens qui pensent très très loin toujours, ils gèrent l'opérationnel, mais enfin ils s'entourent pour que les gens gèrent l'opérationnel et leur force, leur valeur ajoutée, elle est dans ce futur.
honnêtement, les grandes tendances du futur, on les connaît. Hein, c'est des mégalopoles. 60% des populations habiteront à terme dans des grandes villes. Donc, on voit bien. Donc, c'est l'écologie. Ça va poser des problématiques donc écologiques, de mobilité. Enfin, il y a plein de questions qui sont posées. Et donc, c'est comment les entreprises françaises, européennes se positionnent par rapport à ça. Et aussi la data. C'est-à-dire que quand je dis la data, parce qu'on parle beaucoup de big data, donc on parle, vous savez, c'est un peu comme voilà, tout le monde en parle, mais finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais pour nous en simple, c'est qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Et je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, qu'il faut que les entreprises françaises et européennes commencent à constituer des data, en respectant bien entendu les règles. Le RGPD, oui. Mais constituer des data et commencer à anticiper et à prévoir et à construire tout un système qui permet... Il faudrait ou elles sont en train de le faire? Elles sont en train de le faire. Dans le commerce, vous voyez les géants de la distribution? Oui, non, ils sont en train de le faire. Pas au niveau qui est celui de Facebook, Google ou Amazon, mais elles sont en train de le faire, clairement. Ou Alibaba, par exemple, qui est quand même... Alibaba, par exemple, c'est un modèle qui est... C'est le chinois, donc. Oui, Alibaba, c'est le premier groupe de distribution en Chine. Et c'est absolument monstrueux. Et Alibaba, clairement, se positionne sur la data. Ouais, mais vous dites dans le bouquin que c'est en fait le vrai concurrent et qui risque de manger Amazon quand vous comparez leurs... Oui, il y a deux modèles, en fait. Ouais, mais c'est marrant, parce qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle qui est finalement presque plus traditionnel, qui est celui de Jeff Bezos, qui est un distributeur qui achète, qui entrepose et puis qui livre des clients. Et Jack Ma, lui, se positionne plutôt sur toute la chaîne, en fait, de valeur, qui va quasiment du champ de coton à la livraison de la robe, une fois fabriquée à sa cliente. Et donc de proposer finalement dans ce continuum-là tout un tas de services pour aider ce qu'ils appellent les makers, donc les fabricants, à vendre. Merci beaucoup Vincent Maillet pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.